La Cité européenne des scénaristes présente... Les auteurs sont obligés d'être devenus créateurs par certaines douleurs de vie, peut-être même d'enfance. Et précisément, c'est l'endroit de ces problèmes qui les rend créateurs et qui les empêche de créer. Dans chaque film, ils cherchent à aller sur ça, mais précisément, c'est très très difficile à aborder. Les script doctors et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Je suis comme une première spectatrice, mais une spectatrice qui va aller chercher ce qui était au début du texte en fait et qui au bout d'un moment a été oublié parce que producteurs et auteurs ont tellement travaillé, puis des petits sparadraps par-ci par-là et c'est devenu complètement diffus. Leur métier, aider les auteurs à améliorer leur scénario. Dans ce 32e numéro de l'émission, la parole est aux Script Doctors, aussi appelés consultants en scénario ou consultants tout court. Quel est leur rapport au scénario ? À eux 5, mes invités du jour accompagnent aussi bien de la série que du cinéma ou de l'animation, du court comme du long métrage, que ce soit en indépendance ou dans le cadre d'ateliers, dans le cadre de formation ou dans le cadre de résidence d'écriture, et ils exercent ou ont exercé à la fois auprès de producteurs, de diffuseurs et d'auteurs eux-mêmes directement. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cet épisode a été enregistré en juin 2024, je préviens juste, on va s'enfoncer aujourd'hui dans la théorie du scénario, de son écriture, de son évaluation, de son interprétation, donc l'épisode du jour peut vous paraître un peu abstrait si vous n'avez pas en tête un peu de jargon dramaturgique, tel que exposition, ce mot qui désigne les informations nécessaires à la compréhension de l'histoire, caractérisation, qui désigne les composantes d'un élément, généralement d'un personnage à un instant T de l'histoire, généralement au début, nœud dramatique ou pivot dramatique, à savoir un temps fort dans le déroulé d'une histoire, généralement un retournement ou une révélation majeure, etc., etc. Et si cette théorie du scénario vous intéresse, cela tombe bien car les formations continues de la Cité européenne des scénaristes s'étoffent à travers la création de sa nouvelle structure, S comme scénario, avec par exemple en novembre les formations Emmenez votre personnage chez le psy et les 64 histoires intemporelles, toujours dispensées par les experts du scénario et pouvant être prises en charge par l'AFDAS. Lien en description pour en savoir plus. Sur ce, bonne écoute. Yves Lavandier, scénariste, écrivain, script doctor. Je dis pas sur quel scénario j'ai fait de la consultation parce que j'ai une clause dans mes contrats qui m'engage à rester discret. Olivier Sichelski, je suis également scénariste, écrivain, script doctor, occasionnellement pour des productions, plus souvent dans le cadre d'ateliers ou de résidences d'écriture. Pauline Morino, consultante, je suis pas scénariste et je consulte sur long métrage, séries, documentaires, animation, fiction, n'importe quoi. Laetitia Kugler, je suis script doctor et scénariste et je travaille comme Olivier en résidence et puis pour des auteurs seuls et des scénaristes, des réalisateurs en cours de production. Sarah Wickler, je suis comme Pauline, consultante, script doctor, pas scénariste, pas d'œuvre propre et des consultations qu'on peut aussi qualifier de script editoring. On en parlera plus tard. Comment avez-vous démarré le script doctoring ? Comment ça s'est présenté pour vous ? Après des études de cinéma et de littérature, de narration, j'ai démarré ma carrière comme lectrice dans les chaînes, Canal+, Arte, TF1, puis comme préacheteuse, j'ai intégré l'équipe de préachat de Canal+, où je suis restée, donc après 5 ans de lecture, 18 ans comme préacheteuse. Okay. L'exercice consistait quand même beaucoup à discuter de la promesse des films, la qualité des scénarios, qu'est-ce qu'on pouvait demander éventuellement aux producteurs comme aux auteurs, aux réalisateurs. On a dialogué beaucoup avec eux pour demander peut-être des améliorations, des éclaircissements. Aussi, merveilleux poste d'observation de la vie d'un film depuis sa première promesse sur le papier jusqu'à sa sortie salle, sa diffusion, était très formatrice. Oui, parce que quand il y a chaîne, on voit le projet exister du coup, donc en plus on voit ce que ça donne à la fin finalement. Voilà, et sur des volumes qui étaient à peu près 110 films par an préachetés sur à peu près 500 projets proposés par des producteurs. Alors, je suis passée de la chaîne à productrice artistique. Oui, j'ai une petite période de développement à Studio Canal et j'ai vu à quel point ça pouvait avoir de la valeur d'avoir un rendez-vous
rendez-vous avec des gens qui avaient bien lu, bien réfléchi. J'ai commencé à ce moment-là à être invitée à des ateliers d'écriture et quand j'ai quitté le groupe, je suis rentrée en partie comme productrice artistique dans une société d'animation chez Blue Spirit, mais j'ai demandé de me laisser une journée d'indépendante pour des producteurs à mon compte et depuis 1 an et demi, j'ai décidé d'être à 100% consultante. Pour ma part, j'ai fait des études de lettres et d'anglais, à la suite de quoi j'ai réalisé plusieurs courts-métrages en autodidacte. Il se trouve que certains ont marché, notamment un qui est allé à la semaine de la critique et là d'un seul coup les producteurs s'intéressent à vous. Tu peux le citer? L'Écluse qui date déjà de 2005 ou 2006. Okay. Donc le producteur qui est venu me voir, dans ma grande naïveté, je dis oui au premier qui est venu me voir et ça s'est pas extrêmement bien passé. Je laisse de côté les questions de production, c'est autre chose. Ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que je savais pas du tout écrire en réalité et que l'instinct, l'intuition, le geste artistique qui m'avait permis de faire des courts-métrages m'était pas vraiment d'une grande utilité pour élaborer la structure d'un long. Donc je me suis complètement noyé dans ce projet dans lequel j'avais mis beaucoup d'énergie. Il en est suivi, on va dire, 2 ans de déprime et d'arrêt total de toute ambition artistique. Et puis, à un moment, je me suis dit quand même, ça doit s'apprendre écrire. J'ai un copain qui m'a emmené à un séminaire de Trouby en 2009. Là, les études d'anglais m'ont servi, puisqu'à l'époque, en dehors du livre de Yves, il y avait assez peu de parutions en français. Je précise, puisqu'il avait oublié de le faire, qu'Yves Lavandier est également auteur des très populaires manuels d'écriture de scénario, la dramaturgie, construire un récit, l'essence de la comédie, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, évaluer un scénario. Donc j'ai commencé à lire un petit peu ce qui se publiait aux États-Unis sur le scénario conçu notamment comme artisanat, ensemble de techniques. Et comme il se trouve que parallèlement, je gagnais ma vie comme lecteur, puisque assez tôt, Sarah m'a embauché comme lecteur à Canal+. Donc c'est assez naturellement que j'ai glissé un petit peu vers la consultation, à la fois par l'apprentissage en autodidacte de l'écriture et puis les lectures de scénario. En y repensant, je crois qu'il y a un deuxième déclic qui est lié à Sarah, c'est que ma première consultation, c'est une productrice qui était allée voir Sarah pour lui demander, j'ai besoin d'une consultation, est-ce que tu connais quelqu'un que tu pourrais me recommander? Et Sarah a pensé à moi, et c'était ma première consultation. Moi, comme Sarah, je viens d'un diffuseur, donc j'ai été conseillère de programme pendant 12 ans à Canal, mais du côté des séries, à la création originale, où je faisais du suivi d'écriture aussi, un peu comme Sarah, mais plus proche du texte, parce que nous, on partait de vraiment 3 pages pour arriver à 8x52. Ouais. Et j'ai quitté Canal il y a 2 ans. J'ai décidé d'être consultante. Il se trouve que je faisais des formations depuis longtemps aussi, à la FEMIS entre autres, et du coup ça a démarré tout de suite. Dans mon parcours professionnel, j'avais passé un certain nombre d'années avant de rentrer à Canal comme lectrice moi aussi, là aussi sans être scénariste, donc je n'étais que lectrice et j'avais décidé que c'était mon métier et donc j'ai passé 7 ans je crois à être lectrice en vivant complètement et très bien. D'ailleurs, quand je suis rentrée à Canal, j'ai eu une baisse de rémunération. Ah bon? Ça payait bien la lecture avant? Tout le monde payait pas très bien, mais si tu le fais comme un métier, en fait, en étant intermittente, c'est à ce moment-là qu'on a créé les lecteurs anonymes parce que j'avais l'espoir que d'autres personnes soient aussi lecteurs et qu'on puisse en faire un métier sans être scénariste, je veux dire. Moi, j'ai fait des études de lettres modernes et de cinéma. J'ai fait un passage par le montage pendant 5 ans parce que c'était vraiment ma passion et le métier que je voulais faire. Pour plein de raisons, j'ai arrêté et je suis rentrée dans une prod au développement. Donc je suis restée pendant 1 an à développer des projets avec des auteurs, du documentaire, de la fiction, long cours. Et puis les projets se transformaient pas parce que les prods avaient d'autres préoccupations. Et donc j'ai quitté cette prod en me disant je vais retrouver un poste en développement, ce qui n'a pas été le cas. Parce que c'est des postes qui sont extrêmement prisés et il y a un espèce de mercato en plus pour ces postes. Donc c'est des postes tournants, mais on recrute rarement des gens qui viennent de l'extérieur. Bon bref, et je me suis dit tiens, il y a un métier aux États-Unis qui s'appelle Script Doctor. Je vais faire du travail de développement et d'accompagnement en freelance. Voilà, donc moi je fais ça depuis 2008. Pour me former, j'ai décidé d'être lectrice et effectivement après j'ai lu pour des studios, pour des institutions, pour des diffuseurs. Et puis au bout d'un moment, quand j'allais en festival, j'avais tout lu. Donc j'avais un point d'accroche auprès des producteurs pour leur parler du film fini en fonction du scénario que j'avais lu et des problématiques qui étaient déjà au scénario et qui se retrouvaient à la réalisation. Et enfin Yves? J'ai commencé à en faire au cours des ateliers d'écriture que j'ai suivis à Columbia University à New York quand je faisais mes études de cinéma. En fait, c'était des ateliers que j'ai ensuite reproduits quand je suis rentré en France. J'ai commencé en 87, les ateliers d'écriture. On était une demi-douzaine, chacun
pendant une demi-journée, fournissait le fruit de son travail de la veille ou de la semaine, et les autres commentaient. Et petit à petit, je me suis rendu compte que mes commentaires percutaient et que les gens appréciaient, et on a fini par me demander, en dehors des ateliers, de lire des scénarios. Quand je suis rentré en France en 85, mes premiers script doctoring, c'était sur des projets américains que des copains, des partenaires de l'époque m'envoyaient. Et quand j'ai monté mes premiers ateliers d'écriture, je me suis rendu compte qu'il y a d'abord de bons auteurs, puis d'autres un peu moins bons, mais aussi il y a de bons script docteurs, et puis d'autres des moins bons, quoi. Dans chaque atelier d'écriture, j'ai toujours croisé un ou deux bons script docteurs, c'est-à-dire en fait, en gros, quelqu'un qui a les dispositions naturelles. Après, beaucoup de pratique, beaucoup de travail. C'est comme toutes les activités humaines. Il faut, à mon avis, des dispositions et tout le monde ne les a pas. Je vous rappelle que tout le monde peut être script doctor. Les spectateurs, quand ils vont voir un film et qu'ils font une remarque sur le scénario, ils font du script doctoring. Mais parfois, la remarque est pertinente. Ouais. Et on peut même être un tueur à gages et un bon script doctor. C'est ce que Douglas McGrath et Woody Allen ont démontré dans Coup de feu sur Broadway. Dans Coup de feu sur Broadway, il y a un tueur à gages qui est joué par Chaz Palminteri, qui est un formidable script doctor. Alors bon, c'est de la fiction, mais c'est pas idiot. C'est des dispositions naturelles. Après, ça demande de la pratique, comme tous les métiers, le tennis, la pâtisserie, ce que tu voudras. Ok, la nature des projets que vous évaluez, où en est le projet en général? Est-ce qu'on fait appel à vous en préventif, en curatif? Moi, ma réponse est très courte, c'est tout type de projet, je peux pas en dire beaucoup plus. A priori, continuité dialoguée, plutôt. Un scénario complet, in extenso. Pas sur traitement, par exemple, ou pas sur... Si, ça peut être un traitement. Okay. Mais moi, je peux tenir une journée sur un pitch. Mais il y a tellement de choses à dire sur un pitch. Moi aussi, c'est à n'importe quelle étape. Dans ma petite expérience, je suis 99% des fois appelée par un producteur. Donc, il y a déjà un producteur. Mais par exemple, pour les séries, j'interviens très souvent avant le premier envoi au diffuseur. Donc sur un document qui peut faire 3, 4, 5 pages sur le concept. Après, en ciné, j'interviens quand on me le demande et donc ça peut être n'importe quand. Les autres, plutôt producteurs aussi ou... Non. Je dis que tu bossais pour les auteurs, donc c'est les auteurs qui font appel à toi? Ouais. Pour la petite anecdote, moi j'ai fait appel à Laetitia et à Sarah sur un projet perso. C'est moi qui les ai payés avec mes petits sous. Et c'est devenu d'ailleurs une BD chez Albin Michel qui s'appelle L'Institutrice. Ok, donc à l'époque sans éditeur, sans producteur, c'était... Sans rien du tout. Comme quoi ça existe et ça se fait, faut le dire. Ça existe et ça se fait et il faut l'encourager. Donc à ce stade-là, quand t'arrives, les projets sont dans une première version ou n'ont pas encore été présentés à des... Ça va du synopsis pour lequel j'accompagne l'écriture en format plus long à moi on m'a appelé plusieurs fois sur des longs ou des séries internationales une semaine avant le début du tournage. Ah oui, carrément. Donc là c'est vraiment pompier. Dans ce cas-là, c'est le producteur ou c'est le diffuseur qui t'appelle? Ça peut être l'un ou l'autre. Ok, ça arrive que le diffuseur aussi fasse appel. Oui. Ok. Et ensuite, oui, Sarah, toi, dans quel contexte tu interviens? Essentiellement sur des projets de cinéma, puisque la forme du long métrage me passionne. Il y a, je pense, un beau combat à mener pour être pas dans le résumé d'une histoire, mais dans le vécu, au présent absolu de chaque scène. J'apprends beaucoup de choses par la série, mais je travaille essentiellement sur le long métrage, de prise de vue réelle comme le long métrage d'animation. Et à tout stade, c'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont des producteurs qui m'appellent. Le cas classique, je dirais, ce sont effectivement des continuités dialoguées et souvent sur lesquelles il y a eu déjà 2, 3, 4 ans de travail avec des co-scénaristes ou sans co-scénaristes. Et là, pour autant, on peut reprendre un travail extrêmement conséquent. Donc, dans la continuité, les gens avec qui j'ai collaboré auraient tendance à me rappeler plus en amont pour faire les prochains projets en accompagnement dès le départ, ce que j'appelle des sorties de terre. Depuis la première intuition, la première envie, avant même le premier synopsis, on peut démarrer très tôt. Et donc, il m'arrive parfois aussi d'être contacté par des auteurs qui n'ont pas encore de producteurs, qui ne sont pas obligatoirement réalisateurs. Je suis toujours très mal à l'aise quand les gens m'appellent en me disant « Est-ce que tu penses que ce projet vaut la peine ?» Les auteurs sont seuls, parfois les producteurs se sentent seuls aussi, et il y a une question de confiance dans le projet qui est absolument essentielle. Le travail permet d'avoir plus confiance. Pour moi, tout projet vaut le coup, et c'est précisément la persévérance et le travail qui fait qu'un auteur va arriver au bout. Le premier accompagnement, je dirais, c'est déjà d'être plusieurs à croire au même projet. Ok, enfin Olivier. Ça va du documentaire au long métrage en passant par la série, même du court métrage, ça m'est arrivé récemment, d'autant que je travaille pas mal dans le cadre scolaire, dans des écoles de cinéma, ce qui veut dire aussi que pour ce qui est du stade de développement du projet, ça va d'un extrême à l'autre. Ça peut aller du pitch,
jusqu'à le producteur qui appelle une semaine avant de déposer à l'avance sur recette. Alors ça, moi, je comprends pas du tout l'intérêt. Je pense que c'est vraiment psychologique. C'est quelqu'un qui veut une confirmation. C'est quelqu'un qui veut une espèce de validation, qui a un moment de panique du dernier moment. Déjà, j'ai l'impression que je vais travailler pour rien. Et en plus, très souvent, c'est dans l'urgence. Donc, mon emploi du temps est pas forcément libre à ce moment-là. À la limite, je préfère l'inverse. Par exemple, je travaille dans des ateliers organisés par une association qui s'appelle la Scénaristerie, où les projets sont sélectionnés sur pitch. Alors après, dans un deuxième moment, on demande 2 pages de synopsis, mais malgré tout, il y a des projets qui arrivent qui sont très jeunes. Ah, évidemment, il y en a qui présentent un projet qui est en train de mijoter depuis 5 ans, mais il y en a d'autres qui sont tout neufs. Là, c'est vachement intéressant, en fait, de les aider à développer, à faire grandir cette idée-là. Parfois, je leur dis vraiment aux producteurs que je fais pas de miracle, en fait. C'est-à-dire que si on me demande de réparer en 1 semaine ce que la prod n'a pas été capable de développer en 3 ans, parce qu'il y a le dépôt de l'avance sur recette, par exemple, ben, je leur dis, je vais pas pouvoir débloquer un auteur en 1 semaine, revenir aux fondamentaux s'il faut, alors qu'ils ont eu 3 ans pour développer, ou 4 ans, ou 5 ans. La question du temps est essentielle. La première chose que je demande et aux auteurs et aux producteurs, c'est la patience de travailler longuement. Alors bien sûr se pose la question de la rémunération. Et du financement. Ouais. Moi j'ai plutôt tendance à reporter ces questions sur moi-même et de dire écoutez, on va travailler au forfait et je ne vais pas calculer le temps que je vais consacrer à ce projet. C'est pas parce qu'ils ont déjà passé 3 ou 4 ans qu'on n'aura pas besoin de 2 ans et demi derrière. Parmi les dispositions naturelles d'un bon script doctor, à mon avis, il y a des qualités de maïoticien, dont la bienveillance, aider les gens à avoir confiance dans leur projet, et puis souligner sur chaque projet ce qui fonctionne, c'est-à-dire s'intéresser aussi à la partie à moitié pleine du verre. J'ai une formule que j'aime beaucoup, c'est que je pense que les auteurs, avant qu'on leur donne du grain à moudre, c'est en gros des pistes de réécriture, ils ont besoin qu'on apporte de l'eau à leur moulin. C'est joli, non ? C'est très joli. Pas pour satisfaire leur ego, mais parce que ça leur donne de l'énergie. Et puis, pas seulement ça d'ailleurs. J'étais à Plume et Pellicule la semaine dernière, à Sierre. L'une des consultantes me dit, je suis embêté avec ce projet parce que je trouve rien à dire. Il est quasiment parfait, ce scénario-là. Il est vraiment super bien écrit. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Mais je lui dis, mais tu lui dis tout ce que tu trouves de bien. Au contraire, tu peux tenir 3 heures dessus en lui disant ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et pourquoi c'est bien ? Non seulement ça lui donnera de l'énergie pour continuer, mais quand dans 6 mois il aura un autre compte-rendu de lecture de n'importe quel décideur qui lui dira t'es sûr de ça là, je trouve que c'est pas terrible, etc. Il se souviendra que il y a quelqu'un qui a trouvé ça bien. Et pour quelle raison ? Et si jamais il y a des réécritures, ça permet aussi de protéger ce qu'on sait qui marche pour pas tout casser, y compris exactement, ce qui marche. la bonne partie. C'est quoi votre approche justement du script doctoring ? On vient de parler de la bienveillance par exemple. Après on peut parler aussi de méthode. Est-ce que vous avez une méthode d'accompagnement ? Moi j'essaie de plus en plus de partir du désir de l'auteur ou de l'autrice qui est en face de moi, c'est-à-dire d'abord d'essayer de comprendre ce qui l'a motivé à ce qui a fait planter la graine, ce qui l'a fait grandir. Et disons que de plus en plus je suis d'abord à l'écoute. Alors que peut-être qu'au début, j'avais tendance à vouloir dire « il faut » ou « tu devrais ». Et alors ça, maintenant, je me l'interdis. Parfois, ça revient. Même si on a des dispositions naturelles généreuses, on n'a pas toujours les capacités à être à l'écoute, comme le dit Olivier. Je crois que c'est quelque chose, c'est une pratique qui met un certain temps. Pas balancer une grille de lecture tout de suite sur le... Absolument, ça c'est à mon avis vraiment la chose à éviter. Il y a 2 choses. La première, c'est que un des plaisirs de la consultation, c'est la rencontre avec des gens et l'accès à une intimité qu'on a parfois même pas avec ses amis, parce que leurs projets viennent de leur propre profondeur, de leur inconscient, de leur enfance, de ce qui les fait souffrir, et on s'aperçoit qu'en quelques heures, on a une proximité. Évidemment, il suffit pas d'avoir des dispositions, après il faut proposer des outils, etc. Voilà, pour moi, le premier mouvement, c'est d'écouter et puis de pas me lancer dans des prescriptions. Parce qu'en plus, parfois, quand on le fait, on s'aperçoit au bout de 10 minutes qu'il y a quelque chose qu'on a mal compris. Et on est parti sur une mauvaise piste, il y a un malentendu, parfois à cause d'une mauvaise formulation dans le texte. Et après, faire des propositions, pas des prescriptions, moi je dirais des « et si » ou « qu'est-ce que tu penserais de… » Ouvrir des portes, Ouais, ouvrir des portes. Et après, parfois, ça peut dériver vers du brainstorming, c'est-à-dire qu'on trouve pas tout de suite, mais on se permet de relâcher un petit peu la structure de l'entretien et de dire tiens, ça me fait penser à un film, ça a sûrement rien à voir, ou alors il m'est arrivé un truc dans le métro ce matin, en sachant que généralement, quand dans une pièce il y a un projet qui est dans l'air comme ça,
quoi qu'on dise, ça va finir par rebondir sur le projet. Je sais pas comment exprimer ça mieux. Si tu laisses les fenêtres fermées. Si tu laisses les fenêtres fermées. Quelqu'un avait dit ça un jour dans un atelier, de ne pas laisser les fenêtres ouvertes. Pour pas que les idées sortent. Une forme de concentration. Les idées de son avis. Après, ce que je dis là, c'est d'autant plus vrai dans les ateliers, un peu comme ceux qu'Yves décrivait ou ceux qu'on pratique à la scénaristerie, où il y a 6 regards, chacun a lu le texte de tous les autres. Il n'y a pas simplement le regard unique et subjectif d'un consultant, il y a les regards des autres qui vont amener des choses inattendues parce que chacun a son expérience, son passé. Et des nuances. Une autre façon d'appréhender l'histoire. Ça marche très très bien parce qu'une idée en entraîne une autre et qu'elle rebondit sur une autre. Et après, il faut simplement rappeler à l'auteur ou à l'autrice qu'il faut qu'elle fasse son marché. Il faut pas qu'elle écoute tout le monde. Il faut qu'elle écoute ce qui est utile à son histoire. D'où le SI, quoi. Alors moi, je crois que j'ai une approche assez différente parce que quand je suis appelée par les producteurs, je leur demande de m'envoyer le document sur lequel je vais travailler sans m'en parler. La première qualité, c'est effectivement d'essayer, je pense d'être une éponge caméléon pour essayer de chercher dans le texte les intentions de l'auteur et ce qu'il avait voulu dire. J'ai pas de contact avec l'auteur avant de faire ma note de consultation, en fait. Alors, si je peux préciser, le premier contact, c'est évidemment le contact avec le texte. Et là, on ne sait rien. Moi, je sais pas qui l'a écrit. C'est ça. Je suis face au texte et je suis comme une première spectatrice, mais une spectatrice qui va aller chercher ce qui était au début du texte en fait et qui au bout d'un moment a été oublié parce que producteurs et auteurs ont tellement travaillé, puis des petits sparadraps par-ci par-là et c'est devenu complètement diffus. Okay. Et du coup après je fais ma note toute seule avec mon ordinateur et ensuite j'ai une réunion soit avec auteur et producteur, soit juste avec l'auteur, ça dépend ce que préfère le producteur. Et là, on a un échange, mais moi, mon travail, il s'est fait au préalable, c'est-à-dire que je connais son texte, j'ai retrouvé ce qu'il avait envie de dire, et si jamais c'est pas tout à fait ça, de toute façon, c'est pas grave, parce que lui, il peut s'y retrouver, en fait. Et du coup, avancer sur ce qu'il voulait faire, sur ce que j'ai cru qu'il voulait faire, et trouver comment faire bien ce qu'il voulait faire. Enfin, je parle d'une expérience de 2 ans, donc je suis pas non plus... mais pour l'instant, ça marche comme ça, en fait. Moi, c'est pareil, j'ai un rapport assez vierge, mais direct avec le scénario. Et même quand je connais les gens, en fait, je dis toujours, moi, j'ai plus d'amis, en fait, quand je lis. Je connais plus personne. De toute façon, si on fait pas comme ça, quand on lit pour des énormes studios, moi, ça m'est arrivé de faire des fiches sur des films d'Eva Wachowski. Enfin, si on commence à se dire, oh mon Dieu, c'est machin ou machin. À se mettre en fan. Là, on va être intimidé et on va plus pouvoir faire son travail correctement. Moi, que je connaisse ou pas les gens, peu importe, mon rapport au scénario est toujours le même. Direct et sans court-circuit. Ça, c'est l'une des qualités, peut-être disposition naturelle, mais c'est l'une des qualités des bons script docteurs, c'est de pas attendre l'auteur au tournant, en bien ou en mal. Parce que moi, j'aurais même dit l'inverse, c'est que quand c'est des amis, des gens qu'on connaît ou qu'on aime, on est encore plus exigeant parce qu'on a envie, autant plus les connaissant, que ça soit bien, et donc peut-être qu'on va être plus difficile et plus direct. Non, on lit mal. Voilà, et donc du coup, l'intérêt, ce que tu dis, c'est que rester neutre pareil, qu'on les connaisse pas, qu'on soit... Et que ce soit un scénariste très confirmé, qui a déjà écrit 25 scénarios, ou un jeune scénariste qui commence et dont c'est la 2e tentative ou je ne sais quoi. Et après, en général, quand j'arrive en consultation, donc dans la restitution, évidemment, j'ai envoyé un débrief avant. Je dis toujours, c'est bon, j'ai lu ce que tu as écrit, j'ai lu ce que tu m'as envoyé. Maintenant, qu'est-ce que tu veux raconter ? On y arrive, la fameuse question. Voilà. Elle arrive vite, hein ? Et puis, tout de suite. Et puis, où tu en es dans le développement de ce projet pour voir quel est l'enjeu de la consultation, s'il n'a pas été précisé avant. Et après, je fais vraiment une prise en charge globale, c'est-à-dire document narratif, les intentions, évidemment. En tout cas, moi, je travaille pas l'un sans l'autre. Et bien sûr, les modifs affectent l'un et l'autre document. Et puis, l'auteur lui-même. Parce que parfois, c'est moins des problèmes de technique scénaristique que de blocage psychologique de l'auteur. Qui, de toute façon, si on débloque pas un nœud chez lui, ne va pas pouvoir avancer. J'ai souvent tendance à dire que les auteurs sont obligés d'être devenus créateurs par certaines douleurs de vie, peut-être même d'enfance, et que précisément c'est l'endroit de ces problèmes qui les rend créateurs et qui les empêche de créer. Dans chaque film, ils cherchent à aller sur ça, mais que précisément, c'est très très difficile à aborder. Je me souviens que j'accompagnais un projet au long cours et on avait fait appel à d'autres consultants. Et l'une d'elles m'avait dit, attends, ça sert à rien de s'acharner, on va peut-être pas continuer pendant des années à essayer techniquement d'accompagner ce scénario si on ne comprend pas ce qui l'empêche de concevoir cette histoire. Il faut trouver justement le moyen de dissocier un peu le texte, la fable et
les personnages de l'auteur. Okay. Je me souviens avoir été invitée dans les classes à UCLA et où les profs répétaient systématiquement n'ayez pas de problème d'ego. Quand nous discutons de vos personnages et de votre texte, nous ne discutons pas de vous. Alors que précisément, on discute d'eux. C'est ça. Mais c'est un vecteur et effectivement, il faut arriver à prendre la distance. Sur la question des méthodes, je sais que je choquais pas mal les gens quand j'étais préacheteuse parce que je coupais l'herbe sous le pied des producteurs et des réalisateurs qui voulaient me pitcher leur projet. Et systématiquement, je leur disais, mais s'il vous plaît, ne me pitchez pas, je vais le lire avec une attente de quelque chose que vous m'avez vendu. Je risque d'être déçue parce que je ne vais pas retrouver ce que vous m'avez promis. Laissez-moi ouvrir tous les chakras et recevoir votre texte et on discutera après de vos intentions. Okay. Parce qu'en plus, je pense que souvent, le discours qui est développé sur l'intention, une sorte de carapace, il y a quelque chose de très général dans ces intentions, mais on peut trouver des choses encore beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus intéressantes en décryptant, et que le boulot du script doctor, le premier boulot, est de décrypter. On fait des suppositions, comme disait Pauline. Je suis très très intimidée par les idées que je pourrais figer, alors qu'effectivement, c'est le premier contact avec l'auteur, après le premier contact avec le texte, qui permet de dire j'ai lu ça, j'ai vu ça, de voir à chaque fois leur frémissement, leurs yeux s'ouvrir. Donc le doctoring, je dirais, c'est de voir ce qui est sous le pied, de voir ce qui est en partie accompli ou pas du tout accompli. Jamais sur le ça ne marche pas, toujours sur le ça ne marche pas encore. Pour moi, une consultation, ça peut pas se faire en moins de 3 jours. Et puis, aborder la structure interne. On voit bien que dans des tas d'ouvrages, on a intégré dedans des choses de volonté, décision de personnage, donc de l'ordre de la pensée. Mais pour moi, il y a encore une sous-structure dans les structures internes qui est la structure d'un chemin de conscience du personnage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il se dit à tel endroit, qu'est-ce qu'il se dit à tel autre endroit, comment il se racontait les choses, comment les épreuves vont mettre à l'épreuve sa vision du monde, sa manière de penser. Et donc pour moi, l'essentiel du boulot se fait là. La fabrique narrative de qui voit quoi, qui entend quoi, qui pense quoi, qui veut quoi, en étant extrêmement précis sur les questions du point de vue, mais techniquement. Et du coup, la structure est retravaillée en comprenant les enjeux profonds des personnages, en comprenant les enjeux dramatiques de chaque action, de chaque scène. Une fois qu'on a compris ce que sont les personnages, la plupart du temps, on va leur dire « Je ne comprends pas pourquoi ton personnage fait ça, je trouve que ton personnage est désagréable, est-ce qu'il ne peut pas plutôt être comme ça ?» Alors que pour moi, chaque réponse est narrative. C'est par quoi le personnage est passé. C'est-à-dire que la caractérisation du personnage ne suffira jamais. Les réponses, c'est des pas de narration. Je suis quelqu'un qui travaille depuis le sol plutôt qu'en vue d'avion. J'ai l'impression que c'est un mouvement permanent d'aller de l'un à l'autre. Je comprends vraiment la trajectoire des personnages qu'en étant avec eux, pas à pas, regard par regard. Ça peut être long. Et c'est là qu'on arrive à ce qui s'appelle le script editing. J'aimais bien quand Laetitia a dit j'ai découvert qu'il y avait un métier aux États-Unis qui s'appelle le script doctoring. Bah moi j'ai découvert depuis quelques années qu'il y a un métier aux États-Unis qui s'appelle le script editing. La différence c'est c'est un accompagnement au long cours du montage des idées. Ça s'apparente, je pense, en rythme de travail quasiment à de la co-scénarisation. C'est-à-dire qu'on part de la grande structure à la structure des séquences, à la structure des scènes, à la structure du regard par regard et du dialogue. Ce qui alimente la dramatisation, c'est la distillation d'informations entre les personnages que peut suivre le spectateur. C'est vraiment d'articuler à quel moment on va révéler quoi au spectateur et à quel moment on va révéler quoi entre les personnages et comment chaque nouvelle donne va peser pour créer ce mouvement continu de tension narrative, de cause-conséquence. Je voudrais témoigner en tant que scénariste qui a fait appel à Sarah. Ouais. Je connais pas tous les script docteurs du monde, mais j'en ai croisé quelques-uns et sa méthode est vraiment unique. De tout ce que tu viens de dire, je voudrais extraire 2-3 trucs. D'abord, le fait que, oui, je pense que c'est utile d'avoir une vision d'avion, comme tu dis, qui est plutôt celle que Laetitia ou Pauline ou moi-même, Olivier, pratiquons, d'une vision de ton type de travail. Mélanger les deux, parce que les deux sont utiles en fait. Un autre truc qui m'a frappé, c'est le côté pas à pas. C'est pas un dialogue avec l'auteur sur des généralités, qu'est-ce que tu as envie de faire et tes blessures et blablabla. Non, c'est on prend le premier mot, ok, et dès que ce n'est plus fluide pour toi, dès qu'il y a un accroc, bing, on s'arrête et on essaye de comprendre. Surtout, j'ai envie de dire dans la première moitié du scénario, parce que
Alors parfois on n'arrive jamais à la fin. Alors j'ai dit que je travaille 85% du temps sur le les début. 12 premières pages ou éventuellement les 30. Le lancement, ce que j'appelle le lancement. Effectivement, moi j'avais assisté à des cours de Yves passionnants où il avait montré comment les quelques éléments du pitch se retrouvaient dans le premier acte. Exactement au lancement. Au lancement. La question de ce que généralement on appelle l'exposition et où souvent même les auteurs disent mais c'est une exposition, ça peut être descriptif et chinois. Alors pas du tout. Ça doit être dilué dans l'action. Dans la poétique d'Aristote, il parle de nouement et de dénouement. Et en fait, souvent il faut aller au bout du scénario pour comprendre ce que l'auteur a voulu raconter, parce que tout d'un coup, à la fin, les personnages s'expliquent de pourquoi ils ont agi comme ci, pourquoi ils ont agi comme ça. Or, le nouement, c'est mettre des petits cailloux dans la chaussure, ce qui fait qu'une boule de neige va devenir une avalanche, le premier désir du personnage, son instabilité initiale, ce qui va permettre de déclencher. C'est énormément de travail. Là, moi, j'ai commencé sur un projet il y a 3 mois avec des auteurs, sur un projet qui a eu une aide au développement, qui était déjà très accompli dans son scénario. On a encore fait une séance hier, où on a encore reprécisé quelque chose dans le nouement. C'est pas couper les cheveux en 4, c'est pas chercher la petite bête, c'est vraiment qu'en fait, il y a un nombre de décisions d'auteurs sur les actions des personnages. Et surtout au début. Où j'ai l'impression qu'en fait, le plus difficile, c'est de demander aux auteurs de penser avec les personnages, au présent de chaque scène. D'être sur le désir et l'intention de chaque chose et pas dans des faussetés de réaction. Et souvent, et c'est là que je reviens à cette question de la distillation d'informations, si on se pose vraiment la question de qui sait quoi, à quel moment, on peut atteindre la bonne réaction. On ne force pas le personnage à agir comme nous, ça nous arrangerait en tant que scénariste, par exemple. C'est ça. Ah bah oui, parce que on manipule des marionnettes à ce moment-là. Mais c'est l'autre truc que je voulais extraire de ce que tu nous expliques. Tu as pas prononcé ce mot, mais c'est en fait la théorie de l'esprit. N'ayez pas peur, même si les mots théorie et esprit inspirent l'ésotérisme, pire encore quand on les assemble, ce qu'on appelle théorie de l'esprit n'est pas une idéologie New Age ou autre, mais ça désigne simplement la capacité d'un individu à attribuer des états mentaux à soi ou aux autres. C'est une capacité sociale, celle d'interpréter chez soi ou chez l'autre un désir, un sentiment, une intention, une croyance, une pensée, etc. Exemple, tiens, un tel doit vouloir que je l'aide. Ou tiens, une telle a l'air de s'ennuyer. Ou encore, tiens, un tel n'est pas d'accord avec une telle. Toutes ces réflexions sont le fruit de la théorie de l'esprit, notre capacité donc à attribuer des états mentaux. En fiction, vous savez, on parle souvent d'empathie, de l'auteur et du spectateur vis-à-vis des personnages. Eh bien, là où cette empathie rapporte généralement plutôt à notre capacité affective et émotionnelle de nous mettre à la place de l'autre, la théorie de l'esprit se rapporte plutôt à la capacité intellectuelle et cognitive de nous mettre à la place de l'autre. C'est vrai qu'en fac, je pense qu'on avait pas mal de cours qui s'interrogeaient sur ce qui se passe dans la tête du spectateur quand il regarde un film. Les études de narratologie s'intéressent beaucoup à cette réécriture qu'est la lecture qu'en fait le spectateur. Donc un de notre boulot, c'est de calculer dans chaque scène qu'est-ce que le spectateur va pouvoir penser, que le personnage pense. Et en fait, la théorie de l'esprit, c'est pas la dénomination d'une discipline scientifique, c'est la dénomination de cette zone de cerveau qui théorise l'esprit. Ce champ d'analyse m'aide parce que il permet de voir clair dans tout ce qu'il y a comme question à se poser. Qu'est-ce que ton personnage pense? Tout le système d'attente. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il redoute? Qu'est-ce qu'il pense qu'il va trouver dans la pièce? Est-ce qu'il pense qu'il va rencontrer la personne qu'il va rencontrer? Qu'est-ce qu'il pense de la personne qu'il a en face de lui? Qu'est-ce que la personne qu'il a en face de lui pense de lui? Qu'est-ce qu'il pense que la personne qu'il a en face de lui pense de lui? C'est abyssal, après en tant qu'auteur, ça devient super abstrait. C'est extrêmement ludique et extrêmement facile. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait de ce que l'autre sait? Qu'est-ce qu'il croit que l'autre... etc. Et ça, on le fait dans la vie, en fait. L'un des grands classiques, des expériences les plus classiques de la théorie de l'esprit, c'est cette expérience avec les enfants. On éloigne un adulte, il y a une boîte de crayons, on enlève les crayons, on les met dans une autre boîte devant l'enfant et on fait revenir l'adulte. Et on demande à l'enfant, à ton avis, si on demande à l'adulte où sont les crayons, qu'est-ce qu'il va répondre? Et les enfants en dessous de 4-5 ans disent, il va répondre que les crayons sont dans la boîte où il a vu qu'ils avaient été déplacés. Et les enfants qui sont plus mûrs savent que l'adulte était absent, donc il n'a pas vu qu'on a déplacé les crayons. Il se met à la place de l'adulte. Il suppose que l'adulte pense que les crayons sont toujours dans la boîte d'origine. Le gros de votre boulot, c'est de différencier à la fois ce que c'est l'auteur, ce que c'est le personnage, ce que c'est le spectateur, et de ne pas se perdre là-dedans. Et c'est vraiment le jeu du spectateur de calculer ce que chaque personnage sait, croit, pense que l'autre veut, pense que l'autre sait. Il y a des tas d'ouvrages en bien-être qui disent que pour éviter le conflit, il faut arrêter de penser à la place de l'autre.
Nous, notre boulot, c'est de travailler les conflits et donc précisément bien voir comment le personnage pense à la place de l'autre. Donc voilà, de mon côté, c'est extrêmement rationnel et je croise aussi avec des autres champs scientifiques qui sont les modélisations. Alors je ne les travaille pas en modélisation mathématique, mais les modélisations du jeu non coopératif qui sont les théories de Nash, notamment du dilemme du prisonnier. Pour ceux comme moi qui ne connaissaient pas, le dilemme du prisonnier est une situation où deux individus, agissant dans leur propre intérêt, choisissent de trahir l'autre plutôt que de coopérer, menant paradoxalement à un résultat individuel moins optimal que s'ils avaient coopéré. Ce résultat constitue alors ce qu'on appelle un équilibre de Nash, N-A-S-H, c'est-à-dire une situation où chaque joueur joue la meilleure réponse à la stratégie hypothétique des autres, donc en tenant compte de ce que les autres devraient jouer, et en l'occurrence, dans le dilemme du prisonnier, faute de communication, cet équilibre de Nash les fait perdre. Quel chemin stratégique on va choisir, comme sur le jeu d'échecs, en se disant que le résultat de sa décision dépend de la décision de l'autre. Et ça corse le jeu. Je vais partir plus maintenant sur la différence entre lecteur, script doctor et co-scénariste. Comment vous voyez par rapport au lecteur et par rapport au co-scénariste? Quelle est votre contribution artistique sur un projet? Déjà, la différence entre lecteur et consultant, c'est que quand on est lecteur, on fait une analyse du scénario sans donner des pistes de réécriture. Le consultant, lui, il va faire le même travail d'analyse, d'expertise de ce qui fonctionne pas pour la dramaturgie, les personnages, enfin voilà, différents critères. Donc le lecteur ne va pas proposer de pistes et le consultant, oui. Des pistes d'amélioration, de solution des problèmes, etc. Ok, et par rapport au co-scénariste, du coup? Je pense que la différence, c'est que moi, je touche pas un crayon. C'est l'autre qui réécrit. Après, je donne absolument tout. Et c'est moi qui maintiens le truc de dire non, je ne serai pas co-scénariste. Après, je me retrouve piégée parce que là, ça m'arrive. Voilà, je m'étais vraiment dit que je refuserais absolument d'être payée en tant qu'auteur au forfait. Mais il se trouve qu'une série que j'accompagnais qui vient d'être signée chez un diffuseur, et la prod me explique que la seule façon qu'elle a de me payer et de me faire rentrer dans le film, c'est d'être auteur au forfait. Mais auteur au forfait, tu touches pas de droit d'auteur. Hein, donc non, je sais bien. Mais déjà, je fais une entorse. Ah oui, parce que moi, comme consultant, tu payais comme auteur au forfait. Oui, moi jamais. En fait, c'est le régime d'auteur, toi, qui te pose... Moi, je veux pas être... oui, je veux être payée à l'heure, par exemple. Donc, j'ai monté une boîte et du coup, je refusais par principe. Je voulais pas être payée auteur au forfait puisque moi, je fais un autre métier. Justement pour séparer les deux. Pour séparer les deux. Ok. Mais dans les faits, je donne tout ce que j'ai, toutes les idées. Enfin, je fais du ping-pong, j'ai la disponibilité. Notre travail ressemble très très fort à de la co-scénarisation. Bien sûr. Maintenant, je dis aussi que mon apport est limité à la technique et que les solutions créatives, là, moi, je pense que c'est pas ma qualité à moi. Donc, j'ai cette limite-là. Parfois, il y a des choses qui tombent bien ou juste par la logique, en tirant des fils, on arrive à des... Et si, du coup, ça, c'est déjà des éléments d'imagination. Cette notion de ne jamais prendre le clavier, c'est-à-dire de laisser l'auteur. On ne travaille pas à sa place. En même temps, quand on est derrière son dos et qu'on dit fais ci, fais ça, le dialogue tu peux couper, la réaction du personnage, ça serait plutôt ça. Donc je pense qu'après, derrière, il y a une volonté quasi politique. Le principe, moi, qui m'est cher, c'est de ne jamais prendre de part complémentaire de droits d'auteur aux auteurs. On est moins en fragilité, on n'est pas en train de mettre en jeu nos vies sur des années de recherche et de travail. Sur la question des rémunérations, je réfléchis même à des bonus, d'être à un certain pourcentage du prix du scénario et d'atteindre éventuellement ce pourcentage-là par des bonus sur le montant du devis. Alors, j'ai tendance à mettre ma participation, de me mettre en risque à 50%, c'est-à-dire que je vais... Si le projet ne se fait pas, tu ne touches pas 50% de la somme. Voilà, j'ai confiance dans le projet, j'ai confiance dans le travail, je comprends qu'on a peu d'argent dans le développement, et donc je demande une partie avant financement et une partie au premier jour de tournage. Ce qui est très compliqué, je trouve, sur le prix du scénario, je suis quand même effarée malgré tous les débats qui ont eu lieu et les dossiers qui ont pu être faits à l'époque par Bonnel au CNC en disant que c'est quand même incroyable que toute industrie de prototype dépense généralement 10% de son budget de fonctionnement à la recherche et développement. Le scénario, c'est la recherche et développement, et on est encore très fort coincé à 3% du montant du devis du film. Donc, quand on me fait une proposition pour le script doctoring, je dis, attendez, je voudrais être à 15 ou 30% du prix du scénario en fonction de comment je travaille sur ce projet. Vu la somme proposée, si le prix du scénario c'est autant, mais que le projet est déjà financé ne fût-ce qu'à 2,5 millions, on n'est même pas à 3% du devis. Donc, je ne vois pas comment on peut
mieux se défendre dans l'industrie sur toute une part de projet si on continue à sous-payer. Bon, ça c'est le serpent de mer. Ouais, je reviens juste sur Olivier, du coup, toi, ta place vis-à-vis du lecteur ou du co-scénariste. Co-scénariste, je trouve que c'est une différence de distance. Quand on est consultant, pour moi, j'ai besoin de garder une distance qui me permet de réfléchir de façon un peu rationnelle. D'abord, j'écoute mes propres réactions à la lecture du texte. Est-ce que je me suis ennuyé? Est-ce que il y a des choses que j'ai pas comprises? Est-ce que il y a eu de la confusion? Et après, j'essaie de trouver les outils adéquats pour réparer ce qui peut l'être. Okay. Mais par contre, moi, une consultation où il y a une relecture de la nouvelle version, puis une autre lecture, j'ai l'impression de m'émousser de plus en plus parce que je connais trop le texte. J'ai encore en mémoire la deuxième, la première version. Ça me donne un regard qui est beaucoup moins affûté, je crois. C'est presque pour ça que parfois, il faudrait travailler à plusieurs consultants. Et en revanche, pour être co-scénariste, moi, j'ai plus besoin d'avoir une vraie connexion avec le projet ou alors avec son auteur ou les deux, alors que comme consultant j'ai l'impression de pouvoir travailler sur n'importe quel projet. Quand on fait du suivi d'écriture, on se retrouve à bosser 2 demi-journées par semaine sur un projet. Donc en fait, on est... Le suivi d'écriture, c'est ce que j'appelle le script editing. Oui, le coaching d'écriture. C'est ce qui se rapproche le plus de la coécriture. C'est ce qui se rapproche le plus de la coécriture, évidemment. Ce que Olivier disait sur la distance ou la neutralité, c'est essentiel. Je pense qu'effectivement, la deuxième raison pour laquelle je veux absolument pas partir du côté de la co-scénarisation, enfin, statut co-scénariste, même si parfois la collaboration était tellement longue et tellement impliquante que la question se pose, c'est effectivement de garder cette neutralité. La définition du script éditor, c'est celui qui va mettre en adéquation la singularité de l'auteur et la volonté du producteur. Quand j'étais au préachat à Canal, très souvent on constatait que le producteur venait vendre un projet et qu'il fantasmait pas toujours le même film que le réalisateur. Un des gros boulots de l'accompagnement est de mettre ces deux désirs en phase. Laetitia, t'allais rebondir, sur Olivier tout à l'heure. Oui, moi je prends le clavier, moi. Moi, je prends le clavier pour des raisons d'efficacité, de proposition très très au mot près. Je fais pas les changements moi-même, je propose, mais en commentant le document. Et je pense que j'ai ce réflexe-là parce que je viens du montage. Et le monteur, évidemment, il travaille la matière... Mais on joue sur les mots parce qu'on fait la même chose, sauf que moi, je le dis au-dessus, dans l'oreille de l'auteur qui garde les mains sur le clavier. Oui. Moi, je prends le clavier aussi, mais c'est parce que je réfléchis en écrivant. C'est-à-dire que les idées me viennent sous les doigts. Mais c'est pas le scénario que t'écris, c'est ton chemin de pensée, du coup. Exactement. Et après, par contre, je suis co-scénariste quand j'ai un projet et que je vais chercher un co-auteur ou qu'on m'appelle pour co-scénariser avec quelqu'un. Mais c'est rare que la bascule se fasse sur un même projet. Et après, quand je suis consultante, je sais que ça ne sera jamais mon projet. Et au bout de 3-4 fois, quand c'est des coachings d'écriture ou des suivis, que la même remarque revient et que l'auteur ne change rien, moi je me dis, ok, c'est pas mon projet. Donc tu choisis de pas prendre la proposition. Ok. Par contre, si je suis co-scénariste, je vais quand même essayer de convaincre mon co-auteur et si je le convainc pas, faire jouer ma légitimité de scénariste. Tout à l'heure, il a abordé, Olivier, le mot prescription. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de toi, la différenciation que tu fais dans ton livre Évaluer un scénario? Oui, c'est une métaphore médicale. Je fais cette distinction entre symptômes, diagnostic et prescription. C'est très important de faire cette distinction, autant pour les auteurs que pour les consultants. D'abord parce que le symptôme, il est indiscutable. Si tu dis à un auteur, à tel endroit, un symptôme, ça commence toujours par je. Je n'ai pas compris. Il peut pas répondre, mais si t'as compris. Non, je n'ai pas compris, je suis désolé. Ça, c'est indiscutable. Beaucoup peuvent répondre que tu as mal lu, que tu es idiot, que Oui, bien sûr. La seule réponse qu'ils peuvent faire, c'est, si t'as pas compris, c'est parce que t'as mal lu. Oui, c'est vrai, il peut dire ça. Mais c'est indiscutable de ton point de vue, c'est un truc, si tu t'ennuyais, quoi. Non, et puis surtout, c'est entendable. Beaucoup de critiques de cinéma et de cinéphiles, mais même de consultants, ça m'est arrivé, confondent je avec on. Et te disent, on est perdu. Mais c'est qui on? C'est qui? Lis une critique de cinéma, il y a des on partout. Ou des formes impersonnelles, genre le scénario est comme ça, ou pseudo-objectif. Oui, quoi. des généralités, voilà. Comme si toute l'humanité avait la même opinion qu'eux, ou le même ressenti qu'eux. Et si tu dis je, tu es plus entendable par l'auteur, qui en effet peut se dire, bon, ok, il a pas compris, je vais pas discuter ça, ok. L'explication que j'y vois, ce n'est pas que moi, j'étais pas clair en tant qu'auteur, c'est plutôt que lui a mal lu, voilà, je le mets en profit et perte. D'où d'ailleurs l'intérêt, l'immense intérêt des ateliers d'écriture ou de réécriture, parce que quand t'as une personne qui te dit j'ai ri, j'ai pas compris, je m'ennuie, je décroche, bon, tu peux te dire c'est lui, tu peux avoir cet argument-là, de mauvaise foi.
qui est parfois de bonne foi. Mais Honnêtement, des fois, c'est parfois de bonne foi. Mais justement, le fait d'en avoir plusieurs. Absolument. Mais quand tu es dans un atelier et que tu as 4, 5 personnes de culture, d'âge, de sexe, de valeurs différentes qui te disent toutes, là, on n'a pas compris, c'est plus elle, tu peux pas dire c'est elle, c'est moi, c'est mon projet. Ensuite, le diagnostic, c'est les raisons du symptôme. Les raisons objectives, après, parfois elles sont pas objectives complètement, tu peux te tromper sur le diagnostic, mais... Là c'est le pourquoi je m'ennuie, pourquoi. Ce qui est intéressant sur se tromper sur le diagnostic, c'est que je pense qu'effectivement c'est là que se trouve la zone la plus compliquée. C'est-à-dire qu'on dit je ne comprends pas la réaction de ton personnage, ou je comprends pas sa logique, et quand on doit faire le pas vers la prescription, souvent on arrive à une logique de changement, plutôt qu'une logique narrative de aller voir d'où ça vient vraiment. C'est-à-dire qu'on saute au comment en n'ayant pas passé assez de temps sur le pourquoi, en fait, sur qu'est-ce qui va pas. Donc, c'est ça, c'est ça. Et la prescription, c'est des suggestions de... Et alors, ce que je trouve insupportable, et moi je l'ai vécu en tant qu'auteur, en face de consultants, entre guillemets, qui arrivent et qui me disent « Et si tu faisais ça ?» Et de direct. but en blanc. Direct, ouais. Les projections d'envie de l'autre. Oui, d'accord. Pourquoi pas, on pourrait faire ça en effet, mais tu peux m'expliquer d'abord ce que ça règle? Elle vient d'où cette suggestion? C'est comme donner un médicament sans avoir ni diagnostic ni symptômes et dire tiens, prends ce médicament, et genre ouais, mais du coup pourquoi je le prends? Enfin, c'est quoi qui a changé? Ouais, c'est ça. Oui, je voudrais réagir. Je donnais des cours donc à la FEMIS depuis un certain moment et j'avais une approche comme ça assez, pas avec le même vocabulaire, mais une approche assez précise. Et j'ai lu le bouquin d'Yves et je me suis dit mais en fait on fait exactement, enfin je faisais exactement la même chose, sauf que j'avais 2 étapes de plus, mais tu vois. Alors, moi, mon vocabulaire, écrire le livre. mon vocabulaire, c'était donc une lecture subjective qui correspond à ce que j'aime, ce que j'aime pas. Une fois noté ça, une plongée objective, donc d'où viennent ce qu'on a ressenti. Donc le diagnostic, là, on est le plus diagnostic, et après un retour au subjectif. Qu'est-ce que du coup on peut je vais pas réussir à le dire bien là, mais et donc les 2 étapes que je rajoute. Ensuite, c'est 2 étapes de vérification en fait. Vérification qu'on reste dans l'intention de l'auteur. Et une fois qu'on a pensé à des prescriptions, vérifier que ces prescriptions ne créent pas des problèmes plus larges dans le scénario. Parce que c'est souvent ce qui fait que vous arrivez au bout d'X versions, les choses sont dispersées, c'est qu'en réglant des choses, on en a cassé d'autres. Absolument. Et donc, comment vous assurez-vous que les Absolument. retours que vous faites vont pas casser des choses qui étaient déjà bien avant? Mais du coup, quand je dis que c'est subjectif, c'est quel retour tu choisis toi de faire, c'est-à-dire que tu peux résoudre tout ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu choisis comme axe qui va être le plus intéressant, qui va faire le film le plus original ou le plus inédit. Il y a une part là de quelque chose de subjectif. Pauline, quand je disais voilà l'endroit où moi je me sens moins à l'aise, et je crois que c'est vraiment son expertise et son métier, c'est de dire si tu veux une série ou enfin un film qui va être de cette typologie-là et qui va raconter ça, dans ce cas-là, la ligne dramatique, c'est plutôt ça. Je ne sais pas si je l'exprime très bien. C'est pas tout à fait ça. J'essaie de pas donner de chemin. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je lui dis de savoir si tu veux obtenir ça, où il faut aller travailler. Voilà. Là, c'est ton antagoniste qui est pas assez fort. Là, c'est des personnages secondaires qui font pas vivre le thème et du coup, tu restes au niveau d'une histoire individuelle. Bon, tu vas pas toucher grand monde. Moi, je pense que, en fait, il y a une grammaire dramaturgique qui est universelle. C'est pour ça qu'on comprend tous les films. Voilà. Et qu'en plus, cette grammaire dramaturgique, elle est hyper simple. C'est beaucoup plus simple que la grammaire de la langue, qu'elle soit française ou même anglaise, qui est censée être plus simple. On entend des histoires depuis toujours. Donc, cette grammaire, on l'a en nous, sans le savoir, tout le monde. On a Céline, on a des auteurs qui jouent avec la grammaire et qui du coup jouent avec le lecteur parce que c'est la grammaire française, ils la connaissent. Un scénariste, pour pouvoir jouer, pour pouvoir être entendu, pour pouvoir partager un dialogue même avec son spectateur, quelle que soit l'originalité de son approche, il faut qu'il maîtrise les règles de grammaire de base, en fait. Et ils les connaissent tous, c'est juste que ils n'ont pas conscience que c'est... On parle de buts, Oui. d'enjeux, d'obstacles, de choses comme ça, de termes techniques, tu veux dire ou... Non, parce que les termes techniques, non, mais c'est comment ça fonctionne, quoi. Où est-ce qu'il y a un début, où est-ce qu'il y a un milieu, pourquoi tout d'un coup il y a un ventre mou. Disons qu'ils les ont pas toujours formalisés. Et donc, c'est souvent notre travail de... Voilà, et d'aller leur dire... conscientiser. C'est ça. Ouais. J'ai l'impression qu'on conscientise
surprise, c'est-à-dire qu'on arrive dans leur bain d'intuition de dire mais en fait ton personnage il s'est lancé dans telle bataille, sur son chemin il a, alors je pense que cette notion d'antagoniste elle est primordiale parce que comprendre les raisons pour lesquelles quelqu'un va s'opposer, je suis de nouveau dans le monde de la pensée, c'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas la même logique qu'un autre personnage, il ne veut pas les mêmes choses et c'est là que se jouent les conflits dramaturgiquement, mais surtout dans les conceptions de vision du monde et de positionnement sociologique, politique, philosophique et pas seulement psychologique comme les gens le pensent. Donc on est un peu là pour conscientiser, pour dire en fait ton truc il est composé comme ça. Sur le chemin tu as des alliés, des opposants, ça peut changer. Moi je vois plus clair dans le schéma actantiel, je dirais, dans le jeu des personnages, dans les rapports de force, que dans les, même si Pauline dit que tout le monde a cette grammaire en soi, que dans les structures de récit, je dirais. Qu'est-ce qui pêche le plus souvent? Quelles sont les remarques que vous faites le plus souvent sur les projets que vous accompagnez? Manque de conflit, manque d'enjeu, manque de clarté, manque de structure. Okay. Parcours du héros. Pour moi, très souvent, c'est sur le problème du personnage principal. C'est-à-dire que les auteurs passent leur temps à prendre des chemins de traverse. C'est quasi des structures de rêve où ils vont aller détourner les choses. Le premier boulot est de remettre ce petit mouton sur ce chemin et de dire qu'est-ce que c'est ton petit mouton et qu'est-ce que c'est son chemin. Je pense que c'est extrêmement difficile de travailler son personnage principal. Il y a une raison à ça. C'est que tous les auteurs comme Flaubert et Madame Bovary se projettent dans leurs personnages, dans plusieurs personnages, principalement dans le protagoniste. Et comme tu le disais très bien tout à l'heure, les histoires sont faites avec nos blessures, il y a des aspects, des endroits dans lesquels on n'a pas envie d'aller en fait, en particulier dans le protagoniste. Et donc on tourne autour du pot. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sentent tellement fort l'émotion de certaines scènes, alors des scènes clés, qu'ils ne comprennent pas que nous, on ne le sent pas. Et donc, justement, quand je parle de chemin narratif, c'est qu'il faut nous faire passer par chaque étape pour reconstituer à rebours ce qui va amener la puissance de la scène. Et très souvent, dans l'intention, les auteurs, on le voit très fort d'ailleurs dans les didascalies, ce premier défaut, je dirais, je donne cours aussi dans un master de scénario et où du coup, on voit des pratiques d'écriture qui sont plus fraîches. Le premier défaut, c'est de donner une intention de sentiment, de compréhension ou même d'intention future d'action dans la didascalie. La dramatisation des éléments n'est encore pas du tout accomplie. Le scénario idéal, par ce qu'on voit en action et en réaction, normalement, on doit pouvoir se projeter dans l'état du personnage à chaque pas en se disant ça il l'a pris bien ou mal et qu'est-ce qu'il va faire derrière, et pas en remplissant le récit d'autres actions. On crée la péripétie pour ce qu'elle doit mettre à l'épreuve profondément. Ça, c'est un symptôme que j'ai beaucoup vu comme lecteur, beaucoup plus dans les scénarios français que dans les scénarios internationaux. Entre parenthèses, on peut dire si le personnage chuchote, ou s'il crie, ou s'il s'adresse à l'un des deux personnages qui sont dans la scène. En revanche, lui donner une indication d'émotion, comme dirait Catherine Hepburn, laissez-nous faire notre boulot. C'est le boulot des acteurs et c'est le boulot aussi de l'auteur, en fait, de faire en sorte que ce qui se passe à l'intérieur du personnage soit clair par son comportement, ses choix, ses réactions, etc. Moi, j'ai déjà lu des scénarios avec « il pense à » ou « elle se souvient d'eux ». À l'inverse, j'ai récemment lu un scénario italien à la Commission Cinéma du Monde. J'avais été très épatée parce que je trouvais que la didascalie était extrêmement précise sur les bascules de conscience. C'est-à-dire que pour le coup, l'auteur disait il a compris que l'autre a compris. Et je pense que ça accompagnait parce que, en fait, le scénario est aussi un objet pour aller proposer son projet et c'est la seule base du financement et de la rassurance du financement. Donc, pour moi, il y a aussi tout un boulot de comment on rend accessible l'émotion cinématographique. C'est un texte qui est difficile à lire, qui est très âpre. Alors, c'est toujours plus facile et plus agréable quand on a plus de dialogue que d'indications didascalie. Mais il y a aussi quand même des choses à faire parfois pour rendre cette lecture facilité, je dirais. Les frères Dardenne, j'étais élève de Luc Dardenne à l'université de Bruxelles, ils ont un scénario de financement et ils savent très très bien que le scénario de financement ne sera pas le scénario de tournage et c'est pas seulement la question du découpage technique et c'est même pas seulement ils affinent des choses avec les comédiens, mais ils soulignent certaines choses pour que ce soit accessible à la lecture. Et ils savent que ne le feront pas comme ça dans le film. Laetitia, toi, c'est quoi les remarques que tu fais le plus souvent sur les projets que tu accompagnes ? Il y a deux choses, je pense. Il y a la dramaturgie qui tourne à vide parce que les personnages sont pas assez travaillés et que du coup, la dramaturgie peut pas
prendre racine dans la profondeur des personnages. Du coup, c'est pas alimenté correctement. Donc c'est quoi? C'est des péripéties artificielles? C'est des... Ouais, ça tourne à vide, ça ne concerne pas le personnage. Ça fait avancer l'action de manière illusoire, mais sans aller chercher dans la profondeur du personnage et dans sa manière à lui d'alimenter la dramaturgie. Si on l'a assez bien construit, les ressorts pour alimenter la dramaturgie se trouvent en lui et pas à l'extérieur de lui de manière un peu artificielle. Ok. Et la deuxième chose, c'est l'absence de hiérarchie des intrigues et hiérarchie des personnages. Ouais. C'est-à-dire que tout est traité au même niveau. Donc c'est pas possible. Enfin, c'est compliqué. Du coup, ça éparpille l'histoire, tu veux dire? Bah, c'est-à-dire que du coup, on n'a pas de personnage principal, personnage secondaire, personnage ternaire, etc. On a des intrigues de la même force, traitées avec la même intensité, sur la même longueur, ce qui fait que ça se concurrence et ça ne se nourrit pas correctement dans un rapport de complémentarité. Même en série, parce qu'en série, il me semble qu'on pourrait pousser un système plus choral où chaque personnage est équitablement construit à quelque chose d'équitablement important sur le plan du thème, enfin un parcours équitablement important sur le plan du thème, et donc il y a moins ce côté du long métrage, très le personnage structurant, les autres qui gravitent autour. Ah oui, mais une série chorale, c'est autre chose. Moi, je suis assez d'accord avec les péripéties ou l'intrigue, en fait, qui semble mue par la volonté d'un scénariste plus que par la volonté des personnages. Et c'est assez lié au manque de conflit aussi qu'on retrouve assez souvent. Pour le coup, l'exercice, quand j'étais lecteur, où il fallait résumer le scénario en 1 page et demie, il est assez intéressant parce que quand vous apercevez que ça fait 10 pages que vous tournez et que vous avez rien résumé, ça veut dire qu'il y a peut-être eu 6 ou 7 scènes où il s'est rien passé, où l'action n'a pas avancé, ou alors la scène en tant qu'unité intrinsèque, elle n'était pas dramatique. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème et ça me ramène à mes premières impressions de lecteur, justement, subjectif. Est-ce que je m'ennuie ou est-ce que j'ai envie de tourner les pages? Généralement, si j'ai pas envie de tourner les pages, c'est parce que c'est pas dramatique. C'est un problème qu'on a souvent quand justement c'est le scénariste qui veut faire avancer l'action et que ça ne vient pas, comme disait Laetitia, des personnages eux-mêmes. Et le dernier petit défaut sur lequel on tombe parfois qui est assez étonnant, c'est la différence entre ce qu'on perçoit du scénario et les intentions qui sont énoncées dans la note d'intention, qui parfois ne se rencontrent pas. Sur le manque de dramatisation, je pense que c'est en train d'évoluer très vite, en fait, enfin. Et je pense grâce notamment à l'exercice de la série et de la professionnalisation des auteurs qui vont aller travailler en room, qui vont aller travailler à plusieurs. On a eu une tradition quand même très majoritaire de films d'auteurs. À Canal, je crois qu'il y a eu un moment où on se disait mais 85% des propositions sont des films intimistes de personnages qui racontent leur propre douleur et de manière très peu dramatisée. C'est-à-dire que effectivement, quand on faisait les fiches et qu'on disait là, il dit, il pense, il dit, il pense, et on se disait mais tous ces personnages sont toujours dans les scènes, pas pour agir quelque chose. Mais pour commenter l'action ou la rapporter, ouais. Je traque déjà dans les scénarios, les un peu plus tard, un peu plus loin. Enfin, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse distendre le temps comme ça. 3 jours plus tard. Ou même un peu plus loin, dans la scène. C'est-à-dire que je pense qu'on a un autre problème, c'est que la suprématie du talent réalisateur est tellement forte qu'on demande aux scénaristes de ne pas se mêler de mise en scène. Comment est-ce qu'on peut écrire du cinéma si on n'a pas très précisément en tête le nombre de pas que le personnage va avoir à faire pour atteindre un objet ou pour entendre quelque chose ou pour voir quelque chose. Donc, bien évidemment, le scénariste doit penser mise en scène. Peut-être pas faire les grands choix de mise en scène et se mettre au service des intentions de son réalisateur s'il travaille en tant que scénariste. Mais alors souvent on dit il faut pas dire, il faut montrer. Et en fait, il faut pas dire, il faut pas montrer parce que montrer, ça va faire une scène descriptive. Il faut faire sentir, c'est-à-dire faire penser, faire sentir. Faut pas être démonstratif, quoi. Non, il faut vraiment permettre aux spectateurs d'être jugés partis, d'être dans le jeu, de comprendre ce qui est en jeu. La structure de la scène, c'est la même que la structure globale du scénario. Un début, un milieu, une fin. Donc, de temps en temps, on peut avoir une scène de digestion où on voit le personnage regarder par la fenêtre du train et penser. Et on peut penser avec lui si on a eu suffisamment d'informations avant et de savoir ce qu'il est en train de digérer pour décider de ce qu'il va faire après. Mais la plupart du temps, il faut quand même vraiment se poser la question de la dramatisation de la scène et elle se crée pas de manière opportuniste, donc ce que mentionnait Laetitia. Précisément, on va aller tordre la péripétie quand on aura compris ce qu'il faut mettre à l'épreuve chez le personnage. C'est-à-dire quelle porte il faut lui mettre dans la figure pour qu'il puisse se poser les questions de comment ça a commencé, au nom de quoi et qu'est-ce que je vise. Je dis toujours merci Molière. Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Et on a une tradition en France qui fait que souvent, on dénie l'intérêt de l'action. On pense que c'est pas ça qui est intéressant. Or, pour arriver au monde des idées, il faut prendre des points d'appui
sur des décisions, des choix dans l'urgence, de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis. Alors parfois, il y a des déclarations, mais souvent, c'est plutôt le flagrant délit de la manière de penser sa place dans le monde qui doit être dramatisé plutôt que juste affirmer quelque chose. Mais effectivement, c'est en train de changer. Je lisais pour l'avance sur recette, on va dire à l'époque des Sopranos. Okay. C'est devenu assez étrange quand autour de la table, il y avait des gens qui défendaient des films sous l'étiquette fragile. C'est-à-dire qu'ils étaient censés être fragiles devant le marché et c'était la vocation du CNC d'aider des films fragiles devant le marché. En réalité, ils étaient très souvent fragiles au niveau de l'écriture aussi. Et à la pause, les gens parlaient du dernier épisode de Prison Break, par exemple. Il y avait une espèce de scission mentale là assez étonnante et petit à petit, voilà, j'osais pas prononcer le terme de schizophrénie, et petit à petit je pense que tout le monde a compris que d'abord ces séries, elles valaient pas tellement par leur mise en scène à l'époque, c'était l'art du scénario avant tout, et leur force, elle venait de la dramaturgie, mais il a fallu des années pour que ça infuse comme ça à la fois dans l'esprit des auteurs et puis des gens qui siégeaient dans les commissions. Mais je pense que maintenant c'est quand même beaucoup plus facile de dire à un auteur ta scène elle est pas dramatique, qui veut quoi et quel est le problème, qu'il y a 20 ans. Oui, mais en même temps, on arrive à un excès, je dirais inverse, c'est-à-dire que les gens qui ont été faire les quelques formations qui existent et qui viennent souvent de mentors américains, que ce soit Truby, Mackie, ont l'impression qu'ils ont fait le job une fois qu'ils ont appris les règles de la dramaturgie. Et c'est là que moi j'insiste sur cette question de chemin interne, de narration, de qu'est-ce que le personnage doit traverser, à quel moment il s'en rend compte. Il faut pas qu'il soit trop sachant au début pour arriver. Alors, une des grandes difficultés est d'arriver à la fin, en fait. C'est de savoir ce que le personnage doit décider à la fin. Et très souvent, je crois que c'est Miyazaki qui récemment a déclaré qu'il se donnait une règle qui était de ne jamais décider de la fin de ses histoires. Sans ses personnages, c'est quand même le chemin qui va... Et souvent, d'ailleurs, l'écriture est un chemin aussi pour l'auteur, pour réparer certaines choses et donc arriver à plus de générosité que dans la préconception. Pas dicté à l'avance. Oui, moi, ça m'arrive de partir de la fin et de tout retricoter en fonction de la fin. Je trouve ça très intéressant. Surtout dans le cas où il y a un dénouement, mais pas de nœud dramatique. Donc pas les choses qui mènent à ce dénouement, en fait. Exactement. Et notamment le nœud dramatique initial, le nouement, qui noue les enjeux de l'intrigue. Et parfois, on l'a pas. Alors qu'on a le dénouement. Donc en fait, c'est très facile. Il suffit de repartir au début et puis de tout retricoter dans l'intention du dénouement final. Et moi, j'aime bien faire ça. Comment vous voyez l'arrivée de l'IA générative dans votre métier, soit comme outil, soit comme concurrent, soit comme rien du tout, je sais pas, à date? C'est-à-dire que bon, là, on enregistre en juin. J'en pense rien du tout, sauf que l'IA, ça coûte une fortune et ça pollue énormément. Pauline disait un truc passionnant tout à l'heure. C'est vrai que quand tu es dans le symptôme, tu es plutôt dans la subjectivité. Quand tu es dans le diagnostic, tu es plutôt dans l'objectivité. Et quand tu es dans la prescription, tu retombes dans la subjectivité parce que les prescriptions, tu les fais en fonction de ta sensibilité, etc. Et c'est pour ça que moi, les prescriptions, en général, j'y vais prudemment. Je dis... tu feras mieux, tu trouveras mieux, ce n'est juste qu'une idée d'idée, etc. D'où les SI, ouvrir des portes voilà. Et tout. Je pense qu'un récit, il est censé accomplir pas mal de buts, mais l'un des principaux, c'est d'émouvoir le récepteur. Le récepteur, c'est lecteur, spectateur, auditeur. Et c'est pour ça, moi, que je me repose, quand je fais de la consultation, sur mon émotion personnelle. Est-ce que je suis ému, touché d'une façon ou d'une autre, au sens large? Est-ce que je suis partagé entre espoir et crainte? Est-ce qu'une intelligence artificielle est capable d'éprouver de l'émotion? Je la laisse répondre. Ce que je sais, c'est que j'ai un peu peur qu'elle applique une grille un peu schématique, un peu dogmatique. Et même si elle applique la grille la plus subtile, la plus riche, la plus complexe, la plus juste possible, qu'elle plaque une grille sur un texte, à mon avis, elle va se planter. Parce que sur un texte, il peut manquer juste un élément. L'IA va nous dire, attendez, il y a 95% de la grille, c'est très très bien. Bah non, il manque un élément et ça s'écroule. Il y a des prescriptions qui sont des prescriptions d'éléments d'imagination, puis il y a des prescriptions de chemin, d'information, des personnages. Donc l'IA, si j'ai bien compris, moi j'ai pas encore vraiment pratiqué, les grandes qualités d'une IA, c'est d'être bien entraîné, lui donnant du savoir. Donc je pense, moi j'ai pas très peur de l'IA dans le sens où avant que l'IA soit entraînée à penser à tous les facteurs, alors que nous-mêmes on n'a pas encore tout compris de comment on devrait faire aboutir un travail très mûr de scénario, on n'y est pas encore. Faut faire attention parce que la grande caractéristique de l'IA, c'est qu'elle apprend. Elle va pas se contenter d'appliquer une grille, c'est qu'elle va prendre en compte
toutes les grilles qui existent et voir comment... Ça mouline tout, et après tout, notre boulot, c'est de mouliner. Donc après, on peut essayer de se rassurer, mais moi, je suis quand même plus... Alors, l'IA, je l'utilise pas, donc j'aime pas parler de ce que je connais pas, mais je suis quand même plus anxieux sur la possibilité qu'elle remplace les consultants plutôt que sur la possibilité qu'elle remplace les auteurs. C'est-à-dire que, en tout cas, elle peut être très forte sur la dimension objective. Ça, c'est sûr. J'essaie de me rassurer en me disant, en tant qu'auteur, en tout cas, il y a une chose que j'ai et qu'elle a pas, c'est l'inconscient. Tant qu'elle aura pas d'inconscient, j'aurai cette arme et j'aurai cette chose qu'elle n'a pas. Si on l'utilise pour pointer toutes les questions auxquelles il faudrait répondre pour pouvoir aboutir à l'écriture, si tant est qu'on peut finir une écriture, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que je vois que souvent les gens nous demandent des listes de questions. Je suis pas du tout d'accord parce que justement, moi qui utilise ces fameuses questions, le premier truc que je dis dans les cours, c'est voilà, faut absolument pas répondre à toutes les questions parce que là, on va faire un truc, on va faire un film Disney, quoi. Ça dépend de quelle question on parle. Par exemple, je trouve que sur la backstory, quand un personnage, on te dit, il s'est jamais bien entendu avec son père, une backstory, c'est quelle a été la goutte qui a fait déborder le vase, à quoi on va pouvoir faire référence. Enfin, et les auteurs se disent, c'est pas dans le récit, je n'en ai pas besoin, alors qu'ils en ont absolument besoin. Je sais pas de quel ordre de questions on parlait, en fait. Une grande partie de notre métier, c'est interagir avec des auteurs, les amener là où on s'imagine qu'ils pourraient arriver dans le meilleur des cas. Donc ça, pour l'instant, c'est du rapport humain. Ouais. C'est de la psychologie, on se réajuste en permanence. Je suis pas très inquiète, personnellement. Je voudrais rassurer Olivier, si l'IA arrive à faire notre boulot en aussi bien, parce que des dogmatiques, il y en a aussi des humains, il n'y a pas que les machines. Eh ben tant mieux, on fera autre chose, on fera un autre métier. C'est comme pour les auteurs, si l'IA est capable de pondre Hamlet demain, pas aujourd'hui, non. Pour l'essence de la comédie, là, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une scène de comique de situation. 2 fois. Je l'ai produite dans la préface, tu verras. Okay. C'est à hurler de rire, mais pas au bon sens du terme. C'est nul à chier. Bon, mais peut-être que dans 10 ans, ChatGPT sera capable de pondre Hamlet. Pas un plagiat d'Hamlet, une œuvre du niveau d'Hamlet. Ben, si elle en est capable, formidable, moi j'irai faire un autre métier. Pas grave. Parce que ce qui compte, c'est qu'Hamlet existe, ou Citizen Kane existe, ou Les Lumières de la Ville existent. C'est pas que ce soit signé par Dupont-Durand-Dubois. Enfin, pour moi je m'en fiche. Est-ce que cette activité, elle a eu un impact sur votre rapport à l'industrie ? Quelle est votre vision, en gros, de votre place dans le secteur ? Je pense qu'on a ouvert depuis quelques années une pratique d'appel aux consultants. Je trouve quand même que ça n'est pas encore assez systématiquement ouvert. C'est un peu comme les gens qui ont peur d'aller voir les psys en disant si tu vas voir un psy, c'est que t'es fou ou que t'as un problème, alors qu'en fait, c'est pas parce qu'on va voir un consultant qu'on a un problème, c'est parce que bien évidemment on a besoin d'être plusieurs cerveaux pour arriver au bout de la construction de cette montagne, de gravir cette montagne. Est-ce que ça a changé quelque chose dans mon rapport à l'industrie ? Quand j'étais au préachat, j'ai trouvé l'exercice très douloureux de devoir faire des choix de on finance ou on finance pas en l'état. C'était presque on priait pour que le film soit au mieux vu ce qu'on avait comme scénario et de se dire que quand on avait lu le scénario entièrement et qu'on était arrivé au bout, on s'était dit oui, finalement c'est une belle histoire. Or pour moi, le spectateur, il va pas attendre que le film soit fini pour se dire je le regarde. Quand je vois le travail qui est fait par les uns et les autres, je me dis qu'on a quand même beaucoup amélioré la capacité à générer de l'émotion, de l'adhérence. J'ai quand même l'impression qu'on n'y est pas encore. Le jour où on acceptera que le cinéma intimiste fragile n'est pas un genre en soi, mais juste un scénario pas fini mis en tournage. Je pense que la profession se sentira mieux. Je le dis pas du tout en mépris de tous les gens qui font ce travail énorme de persistance et d'arriver au bout et de décider de tourner quand même, parce que c'est vrai qu'il faut tourner pour Truffaut disait il faut 3 films pour faire un réalisateur, mais c'est quand même aussi un système très sacrificiel, parce qu'en fait très souvent on va dire il a raté son premier film comme producteur ou comme réalisateur et il n'aura pas la possibilité. Il y a beaucoup de questions sur pourquoi on passe pas au 2e film, mais très souvent parce qu'on préfère payer pour voir et considérer que si le film est raté, c'est que le mec n'a pas de talent. Alors que pour moi, on s'est lancé dans une industrie avec un énorme credo de respect du geste artistique et de la singularité des auteurs, et en pensant que laisser toute cette liberté allait développer l'art. Et pour moi, ça sacrifie beaucoup l'art. Arriver à professionnaliser l'exercice dans le respect de la création, c'est ce qui défendra le mieux la création. Et donc, pour moi, c'était douloureux de donner de l'argent en voyant déjà les zones de fragilité et en me disant déjà que ça allait aller dans le mur. Mais tu disais qu'on était sur le bon chemin, du coup. Toi, c'est ton sentiment. Je trouve qu'on est
est sur le bon chemin, mais que c'est pas encore très pratiqué dans le long métrage. Et d'autant plus que les scénaristes sont extrêmement mal payés. Quand ils travaillent au long métrage, c'est des années de travail avec beaucoup de parts à risque. Ils travaillent beaucoup plus en série. On manque encore de pédagogie, d'outils, de systèmes moins individualistes pour arriver à élaborer la confiance qu'on a trouvée dans la série. Ma position est aujourd'hui encore, je trouve que pour des raisons d'ailleurs systémiques, logiques, le scénario est sous-financé, gravement sous-financé, et alors script doctoring encore pire. La grande raison systémique, c'est que les scénarios sont écrits ou consultés à un moment où on ne sait pas s'ils seront incarnés un jour. Et donc à un moment où on n'a pas d'argent en fait, et en tout cas on n'a pas envie d'en investir. Et alors en 2008, je vais voir le responsable des achats cinéma de Canal+. Achat ou préachat. Excuse-moi, préachat. Je vais pas donner son nom parce que ce serait mettre un coup de projecteur sur une personne en particulier. Et je lui dis, voilà, vous me dites si je me trompe, mais en gros, on vous propose 3 types de films. Ceux dont le scénario est formidable, waouh, on prend, on finance. Canal+ finançait beaucoup du cinéma français. C'est pas 2001 ? C'était fini. C'était déjà fini. Bon, c'était fini, mais enfin bon, il y avait déjà eu la révolution de 2001. Un deuxième type de scénario, c'est ni fait ni à faire, excusez-moi, changer de métier, on financera pas, au revoir, merci, circulez. Et puis un troisième type, probablement ceux dont parlait Sarah, où le thème, les trucs, il y a des scènes, il y a plein de choses, personnages, waouh, c'est bien, c'est chouette et tout, mais ça a besoin d'être réécrit. Bon, et à ces scénarios-là, je suppose que vous leur dites, on aime bien, on a envie de vous soutenir, mais réécrivez encore, c'est pas complètement abouti, etc. Ce que je vous propose, c'est de monter un atelier de script doctoring au sein de Canal+, avec une demi-douzaine de script docteurs professionnels. C'est Canal+ qui finance. Et au lieu de dire à cette troisième catégorie de producteurs de scénarios, leur dire repartez écrire et reproposez-nous le projet dans 3 mois, 6 mois, etc. Vous leur dites, nous avons une structure de script doctoring au sein de Canal+. Vous pouvez leur soumettre, c'est gratuit. Le grand responsable de l'époque ne m'a pas dit c'est déjà ce qu'on fait. Il m'a dit ah oui, c'est très intéressant, et j'en ai plus jamais entendu parler. Le grand intérêt du truc, c'est comme on en revient au financement du scénario et du script doctoring, comme il n'y a pas d'argent, comme les producteurs rechignent maladivement à signer un chèque, et que Canal+ avait des millions et des millions, à l'époque, oui. Ça aurait coûté des clopinettes cet atelier, tu vois. Oui, mais le problème que ça posait, c'est quand on le faisait un peu trop, on nous disait ce n'est pas à Canal de le financer, d'autant plus que Canal dans le système n'a même pas de part de coproduction, mais paye juste le droit de diffuser. Et même quand elles sont coproductrices, elles sont plus coproductrices financières que coproductrices artistiques. Et si tu améliores le projet pour toute l'industrie, c'est pas la même chose que si tu es Netflix et que tu es le seul bailleur de fonds du film. Oui. Mais je me pose la même question de l'atelier et du relais derrière tous les financements des aides, qu'elles soient régionales ou du CNC. Moi, j'ai passé 12 ans comme conseillère de programme chez Canal du côté série. Donc, on était 4 conseillers de programme plus Fabrice Lapatelière. C'était de l'accompagnement d'écriture et on n'était pas coproducteurs. Hein. Donc, il suffisait de prendre le modèle de la télé, parce qu'à la télé, c'est ce qui se fait. On est beaucoup plus proche des textes que vous n'étiez au cinéma. Pour moi, le grand enjeu à court terme, c'est la reconnaissance du métier. C'est un vrai métier. Donc on y est encore finalement. Oui, on y est encore. Après, moi, j'ai pas de problème de légitimité. On vient me chercher. Les gens savent que ce métier existe. Après, par exemple, la clause de publicité, elle est pas toujours respectée. Donc, quand Yves dit je parle pas des projets sur lesquels j'ai travaillé, pour moi, c'est un enjeu d'être au générique à mon poste et pas dans les remerciements. Bien sûr. Ouais, Moi, j'ai un métier, j'ai une compétence, j'ai de l'expérience et j'ai contribué à la faisabilité du film. C'est quand même en partie grâce à moi que le film se fait. Comme plein d'autres corps de métier, c'est quand même un art collectif. Quand on me dit je te mets pas au générique, je comprends pas moi. En fait, c'est un travail de technicien qui n'a pas de poste. C'est aussi pour ça qu'à Lecteur Anonyme, on a mis en ligne des tarifs pour bien préciser, c'est des tarifs à minima, hein, c'est pas des tarifs pratiqués par tous, mais vraiment, c'est un seuil de rémunération au-dessous duquel on estime que le travail n'est pas bien rémunéré. Ça fait un référent pour les auteurs seuls, pour les producteurs. Bien sûr, en général, on fait pas le même tarif aux auteurs seuls qu'aux producteurs. Et puis, on énumère bien quelles sont les attributions du lecteur et quelles sont les attributions du script doctor. Et que recouvre
le travail de lecture et que recouvre le travail de script doctoring. Je crois que vous avez tout dit, c'est-à-dire que le scénario étant sous-financé et déjà les scénaristes étant sous-évalués, c'est-à-dire que pas simplement au niveau de l'argent, le script doctor il est encore plus en bout de chaîne, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations où soit on a des producteurs qui vont demander une fiche de lecture en comptant sur le fait que par exemple un lecteur plutôt junior va avoir tellement envie de se faire bien voir et d'avoir un bon contact avec ce producteur qui va en fait lui faire une consultation pour le tarif d'une fiche de lecture. Ou alors, là ça m'est arrivé, un producteur dont l'autrice a besoin d'un consultant et qui lui dit écoute, les consultants c'est chiant, ça coûte cher, ils te disent il y a des problèmes et puis ils s'en vont et tu restes avec tes problèmes. On va plutôt le prendre comme co-auteur, mais à un tarif qui est relativement proche de celui d'une consultation. Et nous, on navigue un petit peu... Soit on surévalue le lecture, soit on dévalue le co-scénariste, et du coup, exactement, au milieu, c'est difficile. Donc on n'est pas encore au bout du chemin. J'ai été voir les gens du CNC. Donc cette histoire qu'il fallait que je sois payé en auteur au forfait, ça me rendait dingue. Et donc on a fait une réunion à 4 où j'ai expliqué donc l'intérêt de la consultation, le temps que ça faisait gagner, donc l'argent in fine, parce que c'est quand même ça le truc, peu importe qu'on soit payé, mais enfin ça fait gagner beaucoup d'argent aux producteurs parce que les choses vont plus vite. Et que donc il fallait qu'on puisse exister au générique, mais qu'on soit pas comme avec la collaboration d'eux, qui est donc le truc de l'auteur au forfait, mais comme script doctor ou consultant, peu importe. Et en fait, ce que m'explique le CNC, c'est que eux, au contraire, ils essayent de défendre les auteurs et les auteurs ont du mal à travailler. Et du coup, pour eux, de leur point de vue, le fait de faire des consultations est comme une aide pour les auteurs à gagner de l'argent. Et donc, ils sont plutôt à favoriser le fait que les consultants soient des scénaristes, en fait. Et donc, on rentre dans un truc où le scénariste, parce qu'évidemment, faire une consultation, c'est se mettre à poil, c'est hyper dur, quoi. Donc, il va avoir tendance à demander ça à un de ses potes scénaristes ou à un autre scénariste qui connaît machin. Ça a changé, là, non ? C'est-à-dire que là, en ce moment, le CNC délègue à des associations, notamment comme la Scénaristerie ou d'autres. Oui, mais c'est des scénaristes. Des consultations pour les auteurs. C'est des scénaristes qui sont consultants. Mais absolument, mais c'est toujours des scénaristes, en fait. Mais le choix se fait pas comme ça. Hein. Le CNC dit, vous pouvez aller voir un tel. La Scénaristerie, je sais plus quelle institution. L'auteur choisit que ce soit un consultant qui est scénariste ou un consultant qui n'est pas scénariste. En plus, ils me disent, bon, et ça, encore une fois, je suis trop jeune dans le métier, mais que pour avoir une ligne supplémentaire dans les devis et dans les choses prises en charge par les diffuseurs, ce serait une décision qui serait prise par les syndicats et que c'est pas le CNC qui décide de ça. Moi, je me suis arrêtée parce que ça m'avait déjà pris beaucoup de temps. Je me suis dit, tant pis, fais ton truc dans ton coin, continue à te faire payer à l'heure. Mais en fait, je comprends que le CNC, et je trouve que c'est bien qu'ils défendent les auteurs, mais c'est ce que tu disais au début, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont de bons script docteurs, mais tous ne le sont pas, en fait. C'est deux métiers différents. On a quand même un vrai problème de légalité de nos déclarations. Certains producteurs disent que auteur au forfait, si tu fais plusieurs consultations, c'est pas tout à fait légal. On a un problème de statut, en fait. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème juridique. Hein. Plusieurs producteurs disent c'est qu'ils créent des problèmes. Que leurs avocats disent que sur plusieurs interventions, on peut pas être auteur au forfait. Non. Pour la télé, pour être dans les lignes prises en charge par le diffuseur, la seule ligne possible, c'est scénariste. Mais quand je bosse pour le cinéma, là, il n'y a pas de problème. Ils me disent, oui, script doctor. Ça dépend aussi du secteur, peut-être. Ouais. Je vous remercie tous les 5 d'avoir répondu à ma question. Merci Baptiste. Merci. Les scripts doctors et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Pauline, Yves, Sarah, Olivier et Laetitia pour leur participation. Merci à la Bibliothèque du cinéma François Truffaut pour l'accueil de l'enregistrement. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.